Ma famille a fait passer une fille handicapée pour moi puis a collecté 168 000 $ en disant que j'avais abandonné ma fille handicapée. Mais je n'ai jamais eu d'enfant. Quand j'ai montré la vraie liste des donateurs au FBI, même la voix de ma mère s'est brisée sur la ligne téléphonique. Mon téléphone BIPE avec un SMS de Megan, mon ancienne colocataire d'il y a 8 ans. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais son message me coupe le souffle. Olivia, je viens de voir ta page de charité pour ta fille handicapée. Je n'en avais aucune idée. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu avais un enfant? Ma tasse de café s'écrase sur le sol de la cuisine. Un liquide brun éclabousse mes chevilles nues, mais je ne ressens presque pas la chaleur. Mes doigts tremblent si violemment que je peux à peine tenir mon téléphone, encore moins taper une réponse cohérente. Une fille handicapée? Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je m'affaisse sur une chaise de cuisine, mes poumons se contractant comme si du béton durcissait autour de ma poitrine. 3 respirations profondes fournissent à peine assez d'oxygène pour me concentrer sur le lien que Megan a inclus dans son SMS de suivi. La page se charge. Ma photo de profil me sourit, le portrait professionnel que j'utilise sur LinkedIn, pris au printemps dernier, mais le texte à côté me décrit comme Olivia Hill, fière mère de Sophia, 6 ans, née avec une maladie rare de la colonne vertébrale nécessitant une intervention médicale étendue. Des points noirs dansent dans ma vision alors que je fais défiler des mises à jour détaillées sur les chirurgies, les séances de physiothérapie et les collectes de fonds pour du matériel médical, le tout pour un enfant qui n'existe pas. Puis je le vois. Les informations de donation. Le numéro de compte bancaire. C'est le même que ma mère a ouvert quand j'étais au lycée, le fonds d'urgence familial qu'elle et ma sœur Rebecca utilisent toujours. Le compte sur lequel je dépose mensuellement depuis des années, croyant aider à des crises légitimes. Le mois dernier encore, j'ai envoyé 350 $ pour la rage de dents d'urgence de Rebecca. Avant cela, 600 $ pour la réparation de la transmission de la voiture de maman. Ça ne peut pas arriver, je murmure à mon appartement vide, mais les preuves remplissent mon écran, indéniables et écrasantes. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Qui croit que j'ai abandonné un enfant handicapé? Combien de personnes ont-elles trompé en utilisant mon identité? Un souvenir d'enfance me revient sans prévenir. J'ai 7 ans, assise à côté de maman sur notre canapé décoloré tandis qu'elle tient ma petite main dans la sienne. La famille protège toujours la famille, dit-elle, sa voix chaude de conviction. Quoi qu'il arrive dans la vie, Livy, nous restons unis. Le souvenir se heurte à la réalité sur mon écran, des billets de blog détaillés sur les progrès thérapeutiques de ma fille, accompagnés d'appels déchirants pour un soutien financier. Des publications datant de près de 2 ans. Je cours à la salle de bain, arrivant juste à temps avant que mon petit déjeuner ne remonte. Après m'être rincé la bouche, je fixe mon reflet, la peau pâle, les pupilles dilatées, une femme au bord de l'effondrement. Pas aujourd'hui. Pas encore. Avec des doigts tremblants, je rappelle Megan. J'ai besoin de comprendre tout ce que tu sais à ce sujet. Je dis, ma voix à peine plus qu'un murmure. Quand as-tu trouvé cette page? As-tu fait un don? Quelqu'un d'autre en a-t-il parlé? Pendant que Megan explique qu'elle l'a découverte via le partage Facebook d'une amie commune, j'ouvre mon ordinateur portable et commence à faire des captures d'écran de tout. L'historique des dons montrant des milliers de $. Les mises à jour médicales fabriquées. Les photos manipulées qui me montrent avec un petit enfant qui, de près, ressemble étrangement à la fille de mon amie de ma nièce Madison Rebecca. Les larmes brouillent ma vision, mais je me force à documenter méthodiquement. Nom de fichier. Date. URL. Tout. Olivia. Megan dit fermement après que j'ai expliqué la situation. C'est du vol d'identité. Ce sont des crimes fédéraux. Tu dois d'abord te protéger. Mais c'est ma famille. Je proteste chaque semaine, tout en continuant à archiver les preuves. La famille ne vole pas votre identité pour escroquer les gens, contrecarre Megan. Tu as besoin d'un avocat, et peut-être de la police. Mon téléphone s'allume avec un appel entrant. Le visage souriant de maman apparaît à l'écran, le même appel de contrôle hebdomadaire qu'elle passe tous les mardis. Le timing semble soudain sinistre, plutôt que routinier. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je laisse son appel aller en messagerie vocale. Ce petit acte de rébellion me traverse le corps. Il ne s'agit plus seulement d'argent. Ma réputation, mes relations, mon identité entière ont été utilisées comme armes contre moi.
Par les personnes qui auraient dû me protéger le plus. Plus tard cet après-midi au travail, je fixe mon écran d'ordinateur d'un air absent dans la salle de pause quand Jessica de la comptabilité s'affaisse sur la chaise en face de moi. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme », dit-elle, remontant ses lunettes stylées sur son nez. « Tout va bien ?» J'ai parlé régulièrement à Jessica pendant 3 ans, mais nous n'avons jamais dépassé les conversations professionnelles aimables. Quelque chose dans son regard direct me fait hésiter, puis céder au besoin de partager ce fardeau. Je viens de découvrir que quelqu'un a créé une collecte de fonds caritative en utilisant mon identité. Dis-je, en lui montrant mon téléphone, prétendant avoir un enfant handicapé nécessitant des traitements médicaux coûteux. Les yeux de Jessica s'écarquillent en faisant défiler la page. C'est très élaboré. Qui ferait une chose pareille? Ma mère et ma sœur, je murmure. Les mots brûlent ma gorge. Ce sont leurs informations bancaires. Je n'ai pas d'enfant. C'est l'œuvre de ma mère. Au lieu de la sympathie maladroite que j'attendais, l'expression de Jessica devient analytique. Nous devons archiver cela avant qu'elle ne s'en rende compte, tu sais. Dit-elle, sortant son propre téléphone. J'ai travaillé en cybersécurité avant de passer à la comptabilité. Je peux t'aider à tout capturer correctement afin que cela ne puisse pas être contesté plus tard. Ma poitrine se serre à nouveau, mais différemment, la pression d'un soutien inattendu plutôt que d'une trahison écrasante. Tu me crois? Comme ça? Jessica lève les yeux de son téléphone. Mon cousin a vécu quelque chose de similaire avec son ex-femme. La famille peut être la plus blessante, dit-elle simplement. Mais tu n'es pas seul face à cela. Je hoche la tête, une nouvelle résolution raffermissant ma colonne vertébrale. Je leur ai fait confiance pour tout. Maintenant, je dois savoir jusqu'où cela va. Le poids de la trahison écrase toujours ma poitrine. Mais en dessous, quelque chose de nouveau remue, le premier éclair de détermination à récupérer ce qui m'a été volé. Mon cœur bat contre mes côtes alors que les doigts de Jessica volent sur son clavier. Nous avons réservé la salle de conférence du bureau, disant à tout le monde que nous travaillions sur un projet de conformité spéciale. En un sens, c'est le cas. Regarde ça, dit Jessica en me montrant son ordinateur portable. J'ai trouvé des versions archivées de la page de charité remontant à près de 2 ans. Je serre le bord de la table de conférence, me stabilisant en regardant l'écran. La version la plus ancienne de la page montre ma photo LinkedIn à côté d'une image granuleuse d'un nouveau-né en incubateur. La légende dit, Olivia et Sophia, jour 1 de notre voyage ensemble. Ce n'est pas. Ma voix se brise. Je n'ai jamais même été dans une nurserie d'hôpital. Jessica hoche la tête avec gravité. Elle gère cette arnaque depuis au moins 23 mois. Et ça empire. Elle clique sur une série de pages archivées montrant des campagnes de collecte de fonds de plus en plus élaborées, des chirurgies d'urgence, des fauteuils roulants spéciaux, des séances de thérapie intensive. Chaque mise à jour comprend une terminologie médicale suffisamment spécifique pour sembler légitime mais suffisamment vague pour éviter la vérification. Ce sont des faux dossiers médicaux. Jessica pointe du doigt des documents portant des en-têtes d'hôpitaux. Les signatures des médecins semblent officiellement convaincantes, mais les dates correspondent parfaitement au moment où j'ai envoyé mon argent personnel à ma famille. Le 12 mai, l'année dernière, je murmure. Rebecca a appelé disant que maman avait besoin de soins dentaires d'urgence. J'ai envoyé $680 cet après-midi-là. Jessica clique sur la mise à jour correspondante de la charité. Consultation neurologique d'urgence de Sophia. $750 nécessaires d'ici demain. Mon estomac se retourne alors que nous découvrons plus de photos, des images de moi, avec un petit enfant que je reconnais comme Madison, la fille de l'amie de ma sœur. Dans un montage particulièrement convaincant, elles m'ont numériquement placé à côté d'un lit d'hôpital, ou une petite fille d'or, entourée d'équipement médical. Le montant frauduleux total, dit Jessica en consultant une feuille de calcul qu'elle a compilée, dépasse les $43 000 de plus de 200 donateurs différents. $43 000, 200 personnes, 2 ans de mensonges élaborés. J'ai besoin d'air. Je marmonne, me reculant de la table. Je me tiens à la fenêtre, pressant mon front contre la vitre froide, essayant de traiter l'énormité de ce que ma famille a fait. Quel genre de mère vole l'identité de sa fille pour créer un faux petit enfant? Je demande à la ligne d'horizon de Seattle qui s'étend devant moi. Jessica reste silencieuse, me laissant de l'espace alors que les pièces de mon passé se réagencent dans un nouveau schéma terrifiant. Chaque urgence prend soudain tout son sens.
La bourse d'études de Rebecca qui n'a jamais abouti à un diplôme. Les factures médicales de maman qui ne semblaient jamais améliorer son état. Réparation de voiture. Entretien de la maison. Coupure de services publics. Un flux constant de crises nécessitant une intervention financière immédiate. Je pense aux formulations prudentes de maman lors de chaque demande. Nous n'aimons pas demander, mais nous n'avons nulle part ailleurs où nous tourner. Les subtiles manipulations culpabilisantes. L'obligation implicite. Les SMS de soutien de Rebecca défilent dans mon esprit. Maman est si fière de toi, mais elle ne demanderait jamais elle-même. Tu sais comment elle est. Elle ne me considérait pas comme une famille, dis-je, me retournant vers Jessica. Elle me considérait comme leur banque personnelle. La réalisation durcit quelque chose en moi. Le choc et la trahison initiaux se cristallisent en quelque chose de plus froid et de plus concentré. J'ai des choix qu'elle ne s'attendait pas à ce que je fasse, dis-je, retournant à la table avec une nouvelle résolution. Jessica sourit, reconnaissant le changement. J'ai un ami qui pourrait nous aider à comprendre ce à quoi nous avons affaire. C'est un avocat spécialisé dans les cas de vol d'identité. 2 jours plus tard, je suis dans le bureau de Martin Cooper au centre-ville, entouré de preuves que nous avons compilées. Son expression devient de plus en plus sombre à mesure qu'il examine les documents. Votre mère a environ 26 000 $ de dettes de jeu, dit Martin, levant les yeux des registres publics qu'il a consultés. La plupart accumulés au cours des 3 dernières années. L'information frappe comme un coup physique. Maman? Le jeu? Elle critiquait toujours les joueurs de loterie comme gaspillant de l'argent. Et Rebecca fait face à une expulsion, poursuit-il. Plus environ 18 000 $ de dettes de cartes de crédit et ce qui semble être plusieurs prêts sur salaire. Je pose mes mains à plat sur mes cuisses pour les empêcher de trembler. Comment avez-vous trouvé tout cela? Les registres publics, explique Martin. Les dépôts de plainte, les privilèges fonciers, les avis juridiques. Une fois que vous savez où chercher, le désespoir financier devient évident. Il sort un autre dossier. J'ai également trouvé des preuves qu'ils ont tenté des stratagèmes similaires, en utilisant l'identité de votre cousin Thomas l'année dernière. Mais il s'en est vite rendu compte et a menacé d'action en justice. Thomas ne m'a jamais parlé de ça. Une autre trahison à traiter plus tard. Il y a plus, dit Martin prudemment. Le petit ami de votre mère depuis 3 ans l'a quitté il y a 6 mois. Selon l'ordonnance de protection qu'il a déposée, il a découvert des tromperies financières qui lui ont fait craindre pour sa sécurité. Le calendrier correspond parfaitement au moment où la page de charité est apparue pour la première fois. Elles ont perdu presque toutes leurs sources de revenus légitimes. Conclut Martin. Le travail à temps partiel de votre mère dans un poste administratif à l'hôpital et tout ce qui les maintient à flot, plus tout ce qu'elles extraient de vous et de ces campagnes frauduleuses. Il se penche en avant, ses yeux sérieux. Olivia, elles sont désespérées au point de risquer des accusations fédérales. C'est l'ampleur de leur situation financière. Je hoche lentement la tête, traitant tout. Que faisons-nous ensuite? Tu as des options, dit Martin. Mais d'abord, faisons à nouveau participer votre amie Jessica. Son expertise technique combinée à mon bagage juridique nous donne une solide position de départ. Ce soir-là, mon appartement s'est transformé en un centre de commandement improvisé. Jessica arrive avec son ordinateur portable et plusieurs disques durs externes. Je peux suivre tout ce qu'elles ont fait en ligne, explique-t-elle en installant son équipement sur ma table de cuisine. Chaque publication, chaque don, chaque mise à jour documentera tout cela. Martin étale des documents juridiques sur ma table basse. Il s'agit de fraude par fil, de vol d'identité et de plusieurs violations fédérales. Les preuves sont accablantes. Nous passons des heures à tout organiser dans une chronologie complète. Photos, captures d'écran, relevés bancaires et documents publics couvrent mes murs comme un tableau d'enquête criminelle d'un drame télévisé. Nous avons besoin de rôles, suggère Jessica. Martin s'occupe du juridique, je m'occupe de la technique, Olivia coordonne le renseignement. Je me tiens devant le tableau de preuves, étudiant les fragments de ma relation familiale brisée. L'organisation méthodique procure un étrange réconfort, transformant la dévastation émotionnelle en renseignements exploitables. Nous documentons tout avant de faire le moindre mouvement, dis-je fermement. Le tremblement a quitté ma voix. Pas de confrontations émotionnelles. Pas d'avertissement. Nous rassemblons chaque élément de preuve jusqu'à ce que le dossier soit indéniable.
Alors que Martin et Jessica hochent la tête en signe d'accord, je me rends compte que j'ai franchi un seuil. La fille qui aurait tout pardonné pour maintenir la paix familiale a été remplacée par une femme qui valorise la vérité plus que les mensonges confortables. Il ne s'agit pas de vengeance, me dis-je en épinglant un autre document médical frauduleux à mon mur. Il s'agit de justice pour moi-même et pour 200 étrangers qui ont ouvert leur cœur et leur portefeuille pour aider un enfant qui n'existe pas. Mes doigts planent au-dessus du clavier, tremblant légèrement alors que je fixe le formulaire de don. Le nom Margaret Wilson me semble étranger alors que je le tape dans le champ du donateur. Jessica se penche par-dessus mon épaule, sa présence stable me rassurant alors que nous exécutons notre plan. Souviens-toi, nous documentons un schéma, dit-elle, sa voix basse et rassurante. Chaque détail compte. Je hoche la tête, prenant une profonde inspiration alors que je transfère $500 sur la page de charité frauduleuse de ma mère. L'argent sera une preuve traçable de leur escroquerie en cours. L'écran de confirmation s'affiche. Merci de soutenir le parcours de rétablissement de Sophia. Sophia, ma fille inexistante. Regarde ça. Jessica pointe son écran d'ordinateur 2 jours plus tard. Nous sommes recroquevillés dans le coin de mon salon, qui s'est transformé en un centre de preuves avec des dossiers codés par couleur et des tableaux chronologiques affichés sur les murs. Il y a un langage spécifique dans ces mises à jour suggérant des séjours à l'hôpital en mars, juin et août, explique-t-elle, en soulignant des sections de texte. Mais selon votre calendrier et vos dossiers de travail, vous étiez à une conférence à Chicago pendant les dates de mars. Elles deviennent négligentes. Je marmonne, en examinant la chronologie fabriquée. Elles ont prétendu que j'étais à l'hôpital pour enfants pendant une semaine alors que je présentais en fait un séminaire de conformité financière. L'email de remerciement arrive précisément quand Jessica l'avait prédit. La note personnalisée décrit le courage de Sophia lors de son récente évaluation de physiothérapie et comprend une photo qui me donne la nausée. C'est de mon appendicectomie, je murmure, fixant l'image d'hôpital manipulée. Mon visage, clairement photographié pendant ma convalescence d'une chirurgie il y a 2 ans, a été soigneusement édité pour apparaître comme si j'étais assise à côté d'un lit d'hôpital. Elles ont dû le prendre sur mon téléphone quand maman a aidé à organiser mes photos à Noël dernier. Elles ont prévu une grande collecte de fonds pour la semaine prochaine, dit Jessica en pointant une annonce graphique bien en évidence sur la page de charité. Objectif. $25 000 pour une chirurgie de la colonne vertébrale. Pour prier. NTSK. NS. Objectif. Pour NTS. Martin, examinant notre dossier de preuves grandissant depuis son fauteuil de bureau en cuir, hoche la tête avec une satisfaction sombre. C'est exactement ce dont les procureurs ont besoin, un schéma clair de fraude délibérée et continue. La réponse personnalisée à ton don par SMS prouve l'intention. Le buzz de mon téléphone nous interrompt. Le visage souriant de maman apparaît à l'écran, et pour la première fois depuis des semaines, je n'hésite pas avant de répondre. Olivia, ma chérie. Sa voix porte ce ton chaleureux familier qui signifiait autrefois la sécurité. Nous devons parler d'une annonce spéciale pour la famille. Mon cœur bat contre mes côtes, mais ma voix reste stable. Bien sûr, maman. Parle-moi de mon enfant. Celui que tu as élevé. Le silence qui suit s'étire si longtemps que je me demande si l'appel s'est déconnecté. Quand elle parle enfin, sa voix a changé, devenant travaillée, une performance que j'ai entendue d'innombrables fois sans la reconnaître. Nous essayons de te protéger de l'inquiétude, dit-elle. Avec ta carrière qui décolle tout juste, nous ne voulions pas te charger. Mais Rebecca au téléphone, je l'interromps, me surprenant par ma franchise. Je sais qu'elle est là avec toi. Personne. Un bruissement. Puis la voix de ma sœur, immédiatement sur la défensive. Tu n'aurais jamais approuvé, mais nous avions besoin d'aide. Les factures médicales de Madison s'accumulaient. Et Madison n'est pas mon enfant, dis-je, chaque mot précis et mesuré. C'est la fille de ton ami. Tu as utilisé mon identité pour commettre une fraude. Ce n'était pas comme ça, insiste Rebecca. Nous essayons juste de. J'ai tout documenté. J'interromps. Ma voix est étonnamment calme malgré la colère brûlante qui coule dans mes veines. Chaque page de collecte de fonds. Chaque photo manipulée. Chaque dollar collecté. Vous avez 24 heures pour retirer la page et rendre tous les dons. Olivia. La voix de ma mère vacille. Un tremblement que je n'ai jamais entendu auparavant.
Tu ne comprends pas ce que tu fais à cette famille. Le mot famille allume quelque chose en moi. La famille ne vole pas d'identité, maman. La famille ne ment pas pendant des années. Tu as fait ton choix. Après avoir obtenu leur accord pour retirer la page, je raccroche et m'affale sur mon canapé. Martin et Jessica échangent des regards, reconnaissant silencieusement le moment. Tu leur as donné une chance d'atténuer les dommages. Confirme Martin, en fermant son bloc-notes. C'était légalement censé et moralement généreux compte tenu des circonstances. Jessica tape rapidement sur son ordinateur portable. J'ai archivé la dernière version de la page de charité. Elles ne peuvent pas effacer les preuves. Je fixe mes mains, maintenant stables malgré tout. Je n'ai jamais parlé à ma mère comme ça de ma vie. Plus tard dans la soirée, nous trois sommes assis autour d'une table au O'Malley's Pub, un dîner de célébration improvisé qui semble à la fois prématuré et nécessaire. Le poids sur ma poitrine s'est légèrement allégé, me permettant de manger quelque chose pour la première fois depuis des jours. À l'établissement de limite, lève Jessica son verre de bière ambrée. Aux conséquences, ajoute Martin, faisant teinter son eau contre nos boissons. Mon téléphone BIPE avec une notification par email. Un donateur nommé Laurence Greenberg se demande pourquoi la page de charité a soudainement disparu alors que son groupe d'église avait prévu de contribuer au fonds de chirurgie de Sofia. Monsieur Greenberg dit qu'il est confus car ils ont déjà fait un don via GiveUp le mois dernier. Je lis à voix haute. Mon soulagement momentané s'évapore. Et son ami a fait un don via Kertchen. Plusieurs plateformes, murmure Jessica. Les implications sont immédiatement claires. Elles ont mené cette opération sur plusieurs fronts. Je repose ma fourchette, l'appétit disparu. La victoire que je m'étais permise de ressentir s'effrite alors que je fais défiler mon téléphone, à la recherche de ces autres plateformes. Retirer une page n'allait jamais suffire. Je réalise, en rencontrant le regard stable de Martin à travers la table. Cela doit être complètement arrêté, pas seulement une page à la fois. Martin hoche la tête, sortant déjà son téléphone pour prendre des notes. Nous avons besoin d'une stratégie globale. C'est plus gros que nous ne le pensions initialement. Jessica me serre l'épaule. Nous y arrivons, Olivia. Un pas à la fois. Je regarde ces deux personnes qui sont devenues mon bouée de sauvetage, une collègue et le frère avocat d'une amie, qui se battent maintenant à mes côtés contre ma propre famille. L'ironie ne m'échappe pas. Un pas à la fois, je répète, en attrapant mon eau. Le verre est frais et solide dans ma main. Quelque chose de réel à quoi me raccrocher tandis que tout le reste dans ma vie semble construit sur des mensonges. 2 jours plus tard, après avoir recueilli plus de preuves, le bureau de Martin se transforme en notre salle de guerre dès 9 h le lendemain matin. Le tableau blanc qui affichait autrefois les objectifs trimestriels de son cabinet dessine maintenant un réseau complexe de plateformes frauduleuses créées par ma mère et ma sœur. 8 sites web différents. 10 jeux, ma voix étrangement stable alors que j'ajoute une autre punaise au tableau, chacun générant en moyenne $850 par mois de dons. Jessica se retourne de son ordinateur portable, replaçant une mèche de cheveux cuivrés derrière son oreille. Ce n'est que ce que nous pouvons tracer directement. Il pourrait y en avoir d'autres que nous n'avons pas encore trouvés. Je hoche la tête, étudiant la chronologie que nous avons construite. 2 ans de tromperie méthodique se déploient devant moi en marqueurs effaçables, codés par couleur par plateforme, montant de dons et affirmations médicales spécifiques. L'ampleur serait impressionnante si elle n'était pas si dévastatrice. Tu gères cela remarquablement bien, dit Martin. Sa cravate dénouée à la hauteur du col, ses manches retroussées. Il me passe une autre pile d'imprimés, chaque page représentant une autre personne qui pensait aider mon enfant inexistant. Je ne peux pas penser à elle comme une famille pendant ce processus. Je réponds, organisant les papiers par date. Si je le fais, je vais craquer, et nous devons être minutieux. Les mots sonnent cliniques, détachés. Ils doivent l'être. Chaque fois que l'émotion menace de faire surface, je la redirigeais vers une documentation méticuleuse, catégorisant les preuves par type, date, gravité. Le centre de plainte sur la cybercriminalité du FBI devra être impliqué, dit Martin, tapotant son stylo sur le bloc-notes où il a rédigé notre stratégie. Cela traverse les États, implique la fraude par fil, le vol d'identité, la juridiction fédérale. Jessica lève les yeux de son écran. J'ai installé le logiciel de surveillance sur toutes les plateformes caritatives. Nous saurons immédiatement s'ils apportent des modifications.
Je la regarde taper rapidement sur son clavier, cataloguant les informations des donateurs dans une base de données qu'elle a créée pendant la nuit. Nom, montant, date, plateforme, affirmation spécifique, référence à chaque entrée, représentant quelqu'un manipulé par mon propre sang. Nous devons comprendre toute leur opération. Dis-je, en reculant pour examiner notre travail. La transformation est tangible, passant de la femme qui s'est effondrée dans sa cuisine il y a 3 jours à quelqu'un capable de démanteler l'entreprise criminelle de sa mère. Les heures se brouillent alors que nous construisons notre dossier. Jessica documente les activités en ligne de Diana et Rebecca via les réseaux sociaux publics. Martin prépare un dossier préliminaire pour les enquêteurs fédéraux, soulignant les schémas qui établissent une intention claire. La chronologie est notre preuve la plus solide. Dit-il, en pointant où les demandes financières personnelles coïncidant parfaitement avec les pics de collecte de fonds publics. Ta sœur a demandé $600 pour des soins dentaires d'urgence la même semaine où elles ont lancé une campagne de $5000 pour une chirurgie dentaire pour ta supposée fille. J'ai terminé ma déclaration personnelle, 23 pages, détaillant des années de manipulation financière. Les mots coulent avec une facilité surprenante, comme s'ils attendaient la permission d'exister. Jessica émet un petit son de triomphe. Le service de fraude du processeur de paiement coopère. Il conserve tous les enregistrements de transactions. Nous travaillons sans confrontation, sachant que Diana et Rebecca pensent avoir résolu le problème en retirant une page. Leur ignorance devient notre avantage. Tu construis ce dossier comme si tu l'avais déjà fait. Observe Martin lors d'une courte pause déjeuner. Je suis formé à la conformité, je lui rappelle. Je n'ai juste jamais pensé utiliser ces compétences contre ma propre mère. L'après-midi s'étend jusqu'à la soirée quand le téléphone de Jessica bip avec une alerte. Son expression change. Elle devient nerveuse. Rebecca vient de rechercher comment supprimer complètement l'historique de collecte de fonds de son IP domestique. Bien, dit Martin. Laissez-les s'inquiéter. La porte du bureau s'ouvre de manière inattendue à 5h30. Je me tourne pour trouver ma mère debout dans l'embrasure, les perles aux oreilles capturant la lumière fluorescente. Olivia, dit-elle, sa voix douce avec une préoccupation calculée. Nous devons parler en famille. Le timing est délibéré, me surprenant dans un lieu public où je dois garder mon sang-froid alors que les preuves sont vulnérables à la maison. Martin se déplace subtilement, bloquant sa vue du tableau blanc. Ce n'est pas le bon moment, maman. Ma voix reste stable malgré mon cœur battant. Les yeux de Diana se remplissent de larmes sur commande. Plusieurs collègues de Martin jettent un coup d'œil, la sympathie se formant déjà sur leur visage pour la femme âgée désemparée. Ta sœur pourrait tout perdre si tu poursuis ce malentendu, dit-elle, sa voix se brisant parfaitement. Son appartement, son travail quand cela deviendra public. Je remarque comment elle se positionne pour une visibilité maximale depuis le couloir, s'assurant des témoins de sa performance. Il y a des choses dans l'histoire de notre famille dont je t'ai protégé, poursuit-elle, sa voix baissant à un murmure significatif. Des choses qui seraient difficiles pour tout le monde si elles venaient à la lumière. La menace plane entre nous. Une clarté inconnue m'envahit alors que je reconnais la tactique, la même qu'elle utilise depuis mon enfance. Créer la peur, impliquer des conséquences, obtenir la conformité. Je dois finir ici, dis-je simplement. Nous pourrons parler une autre fois. Quelque chose clignote derrière ses yeux, de la frustration, peut-être de la peur. Elle n'est pas habituée à cette version de sa fille, celle qui ne cède pas immédiatement. Après qu'elle soit partie, Jessica me touche le bras. Ça va? Je redresse les papiers sur le bureau de Martin, les organisant avec une précision délibérée. Elles essaient toujours de me manipuler, mais maintenant je reconnais les tactiques. Martin revient après avoir accompagné Diana hors du bâtiment. Cette visite nous apprend quelque chose d'important. Je hoche la tête, un calme étrange s'installant sur moi. Leur désespoir prouve que nous sommes sur la bonne voie. Le lendemain, le bureau du FBI sent le café et le tonneur d'imprimante. L'agent Wilson étale nos preuves sur une table de conférence tandis que Martin arrange des dossiers codés par couleur à côté de lui. Les lumières fluorescentes jettent des ombres dures sous les yeux de chacun, soulignant la gravité de ce que nous construisons. Nous avons accepté votre renvoi de dossier, Madame Hill. Dit l'agent Wilson, sa voix de baryton stable et rassurante. Il est plus âgé que je ne m'y attendais, avec des cheveux poivre et sel et des lunettes de lecture perchées sur son nez. Les preuves montrent des schémas clairs de fraude par fil,
de vol d'identité et de violation potentielle de l'AIPA. Mon estomac se noue en regardant les photos de ma fille, des images de Madison avec mon visage soigneusement édité dans le cadre. La manipulation est évidente maintenant que je sais quoi chercher, mais assez convaincante pour tromper des connaissances éloignées et des étrangers. Ajouter toutes les preuves a été soigneusement obtenu et numérisé. 237 donateurs individuels ont été trouvés, dit Jessica en plaçant une clé USB sur la table. J'ai compilé tout cela avec des certificats d'authentification, des horodatages, des adresses IP, des données de plateforme. C'est tout là. Martin hoche la tête avec approbation. J'ai préparé des lettres de conservation juridique pour les 8 plateformes de collecte de fonds. Nous les servirons simultanément pour empêcher la suppression des preuves. Martin hoche la tête avec approbation en riant. Je fais glisser mon affidavit notarié sur la table. Les mots se brouillent légèrement alors que je le fais avancer. Moi, Olivia Hill, je n'ai jamais donné naissance, ni adopté d'enfant. Une déclaration si simple qui ne devrait pas nécessiter de documentation formelle. Pourtant, nous voilà. C'est l'un des dossiers les plus complets que j'ai vu de la part de plaignants civils. Remarque l'agent Wilson en feuilletant ma déclaration sous serment. Mais nous devons agir rapidement mais méthodiquement. Lorsque nous agirons, elles sauront immédiatement. Que dois-je dire aux gens quand cela deviendra public? Ma voix sonne plus petite que je ne l'avais prévu. La vérité, répond-il simplement. Pratiquez une réponse composée. Quelque chose de simple comme « Mon identité a été volée à des fins frauduleuses ». L'affaire fait l'objet d'une enquête. J'apprécie votre compréhension pendant cette période difficile. Demandez Alria. Je répète les mots silencieusement, répétant mentalement les questions inévitables des voisins, des collègues, des connaissances. La réalité de ce qui arrive s'installe plus lourdement sur mes épaules. Mon téléphone vibre sur la table. Jessica y jette un coup d'œil avant que je ne le puisse. C'est de Rebecca, dit-elle doucement. Je tourne le téléphone pour voir l'écran. La dernière vidéo de ma sœur joue sans son. Des larmes coulent sur son visage alors qu'elle pointe désespérément des tableaux médicaux que je ne peux pas lire à cette distance. La barre de collecte de fonds en bas montre un objectif de 130 000 $. Chirurgie d'urgence nécessaire dans les 48 heures. Je lis à voix haute, les mots amers sur ma langue. Jessica prend mon téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Ce sont de vrais dossiers médicaux. Regarde l'entête. Martin se penche. D'où ont-elles obtenu des documents médicaux légitimes avec mon nom? Diana travaille dans l'administration hospitalière. Je réponds, les pièces s'emboîtant. Elle a accès au dossier. L'expression de l'agent Wilson s'assombrit. C'est une violation grave de l'AIPA en plus de tout le reste. L'ordinateur portable de Jessica BIPE avec une alerte. Elle te recherche, Olivia. Rebecca vient de chercher. Comment savoir si quelqu'un rassemble des preuves contre vous? Elle tourne l'écran pour que nous puissions tous voir. Elles savent que nous construisons un dossier. Elles savent que nous construisons un dossier. Ma gorge se serre alors que le compteur de dons sur la collecte de fonds de Rebecca monte. 2450 $, 3200 $, 4875 $. De vraies personnes donnent de l'argent réel pour une chirurgie qui n'aura jamais lieu. Chaque jour, nous attendons. Plus de gens sont escroqués. Je murmure, en regardant les chiffres grimper. L'agent Wilson secoue fermement la tête. Nous devons les surprendre en train d'accepter et d'utiliser ces fonds spécifiques. Cela renforcera considérablement notre dossier. La patience maintenant signifie la justice plus tard. Le lendemain matin, nous nous réunissons avec un objectif renouvelé. Jessica a mis en place des alertes pour toute transaction provenant des comptes de dons. Martin confirme que son équipe juridique se tient prête avec des injonctions d'urgence pour toutes les plateformes. L'autorisation de surveillance est arrivée pendant la nuit, annonce l'agent Wilson en faisant glisser un document sur la table. Nous surveillons les comptes de Diana et Rebecca pour toute activité de retrait. Je passe mon doigt sur le bord du papier, sentant la légère texture de l'entête officielle du FBI. Toutes nos preuves sont sécurisées. Plusieurs emplacements, documentation complète de la chaîne de conservation, confirme Jessica. Même si elle parvenait à en atteindre une, nous avons des sauvegardes. L'agent Wilson vérifie sa montre. Nous bougeons demain matin. Tout est en place. Demain. Le mot s'installe dans ma poitrine comme une pierre.
J'ai passé des années à envoyer de l'argent pour aider ma famille à traverser une crise après l'autre. Demain, j'aiderai à créer une crise qu'elles n'ont jamais anticipée. Après-demain, rien ne sera plus jamais pareil. Dis-je doucement. Martin me serre doucement l'épaule. Tu fais la bonne chose, Olivia. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. Pour toi et pour des centaines de personnes qu'elles ont trompées. Je hoche la tête, ressentant une clarté inattendue. La peur reste, mais sous elle coule quelque chose de plus fort. Un courant de résolution qui s'est construit depuis ce premier SMS choquant. Demain, le faux récit prend fin. Demain, la vérité commence. Le lendemain matin, mon téléphone vibre contre le comptoir de la cuisine, le nom de l'agent Wilson s'affichant à l'écran. Je réponds avec des mains stables, un contraste saisissant avec les doigts tremblants qui tenaient à peine mon téléphone quand ce cauchemar a commencé. Olivia, nous avons une situation. Diana et Rebecca ont retiré 18 700 $ du compte de donation ce matin. Nous n'avons pas pu l'arrêter à temps. Le calme soigneusement construit que j'ai maintenu ces dernières semaines menace de se fissurer. Comment est-ce possible? Je pensais que nous avions une surveillance en place. Elles ont agi plus vite que prévu, ont utilisé une clause de retrait d'urgence dans l'accord du compte. Sa voix se sert de frustration professionnelle. Mais cela nous donne quelque chose de concret, des enregistrements de virements, prouvant qu'elles ont accédé à des fonds obtenus frauduleusement. Je m'affaisse sur une chaise de cuisine, la même sur laquelle je m'étais effondré lorsque j'avais découvert leur trahison. Quelle est notre prochaine étape? Preuve de l'issue. Avant que Wilson ne puisse répondre, mon ordinateur portable bip avec une alerte. Jessica a programmé une nouvelle activité sur les plateformes de collecte de fonds. Mon cœur plonge alors que j'ouvre la notification. Le visage en larmes de Rebecca remplit l'écran. Sa voix tremble alors qu'elle parle directement à la caméra. Nous avons plus que jamais besoin de votre aide. Notre fille, Sophia, sa mère, ma sœur, traverse une grave crise de santé mentale. Elle nie l'existence de son propre enfant. Du fiel monte dans ma gorge alors que la vidéo continue, montrant un document sur un en-tête d'hôpital, une évaluation psychologique avec mon nom en haut, me diagnostiquant un trouble délirant avec caractéristiques paranoïaques. Elle monte en puissance, je murmure, plus pour moi-même que pour Wilson, passant à un tout autre niveau. Restez en ligne, dit Wilson. Je suis en train de consulter Martin. Pendant que nous attendons, je fais défiler les commentaires sous la vidéo. Des dizaines de sympathisants ont offert des prières, exprimant leur indignation face à la mère instable qui abandonnerait son enfant. Une église locale a organisé une veillée de prière pour demain soir. Martin se joint à l'appel, sa voix tendue de colère contrôlée. Je viens de voir la nouvelle collecte de fonds. Protection juridique contre une mère instable. Elle sollicite des fonds spécifiquement pour te combattre maintenant. Diana a appelé votre employeur ce matin, ajoute Wilson. Prétendant que vous avez une crise psychotique. Mon estomac devient de glace. Mon travail. Votre service des ressources humaines l'a dirigé vers le service juridique, interjette Martin. J'ai déjà parlé avec eux. Ils sont au courant de l'enquête. Je ferme les yeux, imaginant les membres de la communauté lors de la veillée de prière, imaginant les murmures. Pauvre petite Sophia. Comment une mère pourrait-elle nier son propre enfant? Elle m'a appelé directement après, continue Wilson, disant, et je cite. Si tu continues, tout le monde croira que tu as abandonné ton enfant malade. Mes doigts se serrent en poing. Cette cruauté calculée ne devrait plus me surprendre. Pourtant, elle le fait toujours. Elles sont désespérées, dit Martin. C'est une bonne chose pour notre dossier, même si cela semble terrible en ce moment. Je fixe la performance de Rebecca sur mon écran, le mélange parfait de détresse et de détermination. Ma sœur, l'actrice que je ne savais pas qu'elle était. Nous devons agir maintenant, dis-je, surprise par la stabilité de ma voix. Avant qu'elle ne détruise ce qu'il reste de ma réputation. Wilson n'hésite pas. J'accélère les mandats d'arrêt basés sur les preuves de virement. Nous avons assez. Plus tard ce matin-là, elles sont venues à mon appartement. Mon salon s'est transformé en une salle de guerre au cours des derniers jours. Des tableaux de preuves tapissent les murs. Des chronologies s'étendent sur ma table à manger. Dans un coin, l'ordinateur portable de Jessica vrombit pendant qu'elle compile le dossier technique final. J'ai soumis les injonctions d'urgence à toutes les plateformes.
rapporte Martin, en remuant des papiers en arrière-plan. Nous devrions les avoir hors ligne d'ici quelques heures. Jessica lève les yeux de son ordinateur. J'ai préparé le dossier technique complet pour les médias, tout est authentifié et vérifié. Elles ne pourront pas contester un seul élément. Je fais glisser une épaisse enveloppe sur la table à Wilson, mes dossiers médicaux notariés, prouvant définitivement que je n'ai jamais accouché, ni subi de procédures liées à la grossesse ou à l'accouchement. La machinerie coordonnée que nous avons construite se met en marche. Il y a 3 mois, j'étais une femme paralysée par la loyauté familiale. Maintenant, j'orchestre une réponse qui ressemble presque à une précision militaire. Diana a accédé à ses dossiers médicaux grâce à son travail à l'hôpital, confirme Jessica, en pointant des preuves sur son écran. Les ressources humaines viennent de confirmer l'accès non autorisé. Mon téléphone s'allume avec une notification du processeur de paiement. Fonds gelés. Je rapporte à la pièce. 41 325 $ sécurisés. Le silence soudain semble lourd de signification. Pour la première fois, je réalise à quel point j'ai complètement été transformé. La femme qui envoyait autrefois de l'argent sans poser de questions chaque fois que sa famille appelait démantèle maintenant méthodiquement leur système de fraude malgré le coût personnel. Les procureurs fédéraux ont accepté le dossier, annonce Wilson, mettant fin à un appel. Des mandats sont émis pour fraude par fil, vol d'identité et falsification de dossiers médicaux. L'ordinateur portable de Jessica bip à plusieurs reprises. Rebecca essaie de supprimer des comptes. Dit-elle, ses doigts volant sur le clavier. Trop tard. Tout est archivé. Mon téléphone sonne. Le visage souriant de Diana apparaît à l'écran pour la première fois depuis des semaines. Je réponds en mode haut-parleur. Livy. Sa voix se brise avec une précision théâtrale. Tu détruis cette famille. S'il te plaît, arrête ça avant qu'il ne soit trop tard. Il était trop tard au moment où tu as volé mon identité, répondis-je, surprise par le calme dans ma voix. Il était trop tard la première fois que tu as menti à des gens en utilisant mon nom. Nous sommes une famille, murmure-t-elle. Qu'est-il arrivé à la famille protège la famille? La question qui m'aurait dévasté il y a des mois renforce maintenant ma résolution. C'est exactement ce que je fais. Me protéger de toi. Je raccroche alors que Wilson reçoit un SMS. Channel 4. News. Enquête. Ils ont reçu notre dossier. Ri. Il n'y a plus d'arrêt possible, dit Wilson en ramassant ses papiers. Le raid est prévu pour demain à 7 heures du matin. Après le départ de tout le monde, je m'assois seul dans mon appartement, entouré des preuves de trahison. Sur ma table basse se trouve un album photo que je n'ai pas ouvert depuis des années. À l'intérieur, des photos de famille d'avant la fraude. Diana m'apprend à faire du vélo. Rebecca et moi construisons des châteaux de sable à la plage. Un doux coup à la porte annonce le retour de Jessica. Je pensais que tu voudrais un peu de compagnie ce soir, dit-elle en tenant un sac à emporter. Demain, tout change. Nous mangeons en silence confortable jusqu'à ce que Martin appelle avec les dernières instructions. Souviens-toi, dit-il doucement. Tu n'as pas causé cela. Tu y mets fin. Commentaire. Je regarde par ma fenêtre le ciel qui s'assombrit. La tension monte comme un orage qui se prépare. Demain, le monde connaîtra la vérité. Demain, la justice remplacera la loyauté aveugle. Demain, je retrouverai mon nom. Mais ce soir, je suis assise à l'œil du cyclone, étonnamment calme en attendant l'aube inévitable. Le lendemain, des agents fédéraux envahissent la maison de Diana, style artisanat, à 6h13. Je regarde depuis la berline banalisée de l'agent Wilson, mon estomac un nœud serré d'anticipation. La lumière du soleil matinal luit sur les badges alors que les officiers se positionnent à chaque sortie. Tu n'as pas besoin d'en être témoin, dit l'agent Wilson, sa voix douce mais ferme. Nous pouvons attendre au bureau du district. Je dois le voir, réponds-je, ma voix plus stable que je ne m'y attendais. Après tout ce qu'elles ont fait, j'ai besoin de savoir que c'est réel. Le raid se déroule avec une précision militaire. Diana émerge dans son peignoir fleuri, sa confusion se transformant en indignation lorsqu'un agent lui lit ses droits. Lorsque les menottes s'enclenchent autour de ses poignets, quelque chose se libère en moi, un barrage retenant des mois de trahison et de rage. C'est une erreur, crie Diana, sa voix portant à travers le quartier. Plusieurs voisins jettent un coup d'œil par les fenêtres et les porches. Ma fille est confuse.
Olivia ne comprend pas ce qu'elle fait. Même maintenant, elle joue, créant un récit où je suis le méchant. Mes doigts s'enfoncent dans mes paumes si fort qu'ils laissent des indentations en demi-lune. La radio de l'agent Wilson crépite. Deuxième emplacement sécurisé. Le suspect tente de supprimer des fichiers de plusieurs appareils. Rebecca, je murmure. L'esprit technique derrière leur opération, prit la main dans le sac. Une camionnette de télévision locale arrive, quelqu'un les a prévenus. Une journaliste tient un microphone tandis que son caméraman filme Diana guidée vers un SUV gouvernemental. S'il vous plaît. Diana sanglote à la caméra, son visage un chef-d'œuvre d'angoisse maternelle. C'est un malentendu. Je voulais seulement aider ma petite fille, ma pauvre Olivia a une autre crise. Ma gorge se serre. Même en détention, elle manipule, semant le doute sur ma santé mentale. La façade stratégique que j'ai maintenue pendant des mois menace de s'effondrer. Elle est douée, observe l'agent Wilson. Elle fait ça depuis longtemps, n'est-ce pas? Toute ma vie. Les mots émergent comme du gravier. Plus tard ce matin-là, je suis assise dans une salle de conférence du bureau du district du FBI, regardant la comparution initiale via flux vidéo sécurisé. Les preuves que nous avons méticuleusement rassemblées pendant des mois se déploient avec une clarté dévastatrice. De faux documents médicaux avec les empreintes digitales de Diana, les adresses IP de Rebecca liées au site web frauduleux, des relevés bancaires montrant un vol systématique. Rebecca entre la première dans la salle d'audience, les épaules voûtées. Quand elle aperçoit la table des preuves du procureur, empilée de dossiers financiers et d'impressions d'écran, sa stratégie change instantanément. C'était l'idée de maman. Elle laisse échapper avant que son avocat ne puisse l'arrêter. J'ai juste aidé avec les trucs informatiques. Elle a dit qu'Olivia ne le saurait jamais. Le juge, une femme aux cheveux argentés avec des yeux perçants, étudie Rebecca par-dessus ses lunettes. Madame Hill, veuillez vous abstenir de déclaration jusqu'à ce que le tribunal vous adresse la parole. Diana entre ensuite, son apparence au tribunal soigneusement étudiée, robe conservatrice, maquillage minimal, cheveux tirés en un chignon modeste, la persona de la grand-mère en deuil perfectionné. Mais quand elle me voit regarder par le flux vidéo, son masque glisse un instant. La haine éclate sur ses traits, rapidement remplacée par une innocence blessée. Votre honneur. Commence le procureur. Les preuves devant vous représentent l'un des stratagèmes frauduleux les plus calculés que j'ai rencontrés en 15 ans de pratique. Ces accusés ont exploité l'identité d'un membre de leur famille pour créer une fiction élaborée sur un enfant handicapé qui n'existe pas. Le juge examine le résumé des preuves, son expression devenant de plus en plus sévère. La préméditation ici est extraordinaire. Plateformes multiples, faux dossiers médicaux, photographies manipulées, tout en utilisant l'identité de la propre fille et sœur de l'accusé. Lorsque l'audience se termine, le juge refuse la libération sous caution de Diana et Rebecca, invoquant le risque de fuite et les preuves de tentatives actives de destruction de dossiers. Alors que les gardes se préparent à les escorter, Diana se tourne vers la caméra qu'elle croit être derrière moi. « Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère » crie-t-elle, sa voix se brisant parfaitement sur le dernier mot. Un mois de réponses répétées m'abandonne. Mais alors que je croise son regard par l'intermédiaire de l'écran, quelque chose change en moi comme des plaques tectoniques trouvant un nouvel alignement. Je me pose la même question à propos de toi depuis des mois. Réponds-je, sachant qu'elle peut m'entendre via l'audio de la salle d'audience. L'équilibre du pouvoir entre nous s'inverse complètement à ce moment-là. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas celle qui porte la honte. Dehors, devant le palais de justice, je suis surprise de trouver le pasteur Matthews qui m'attend, sa posture habituelle de confiance remplacée par une contrition sincère. Olivia. Commence-t-il, retirant ses lunettes. La veillée de prière que nous avons organisée. J'aurais dû vérifier l'histoire avant de prendre parti. Beaucoup d'entre nous vous doivent des excuses. D'autres membres de la communauté s'approchent tout au long de la journée. La caissière de banque qui a traité les dons. Un professeur qui a organisé une collecte de fonds scolaires. Le propriétaire du café qui exposait des urnes de collecte. Chaque interaction renforce ce que l'agent Wilson m'avait dit plus tôt. Sans votre documentation méticuleuse, il aurait été impossible de prouver cela. 3 jours plus tard, Rebecca accepte un accord de plaidoyer en échange de son témoignage contre Diana. Sa confession formelle confirme tous les éléments de notre dossier, de la création initiale de la fausse page de charité à l'escalade méthodique des allégations médicales. La couverture des médias locaux change radicalement.
Les titres passent de litige familial tournant juridique à sophistiqué anneau de fraude à exploiter la compassion communautaire. L'hôpital de Diana met fin à son emploi après avoir confirmé qu'elle avait accédé à des dossiers confidentiels pour créer les faux documents médicaux. Le tribunal gèle tous les actifs personnels liés à l'arnaque. Mon avocat, Martin, me guide dans le processus de recouvrement financier tandis que Jessica continue d'aider à restaurer mon identité numérique, supprimant les traces de l'histoire frauduleuse des résultats de recherche et des plateformes sociales. Le juge veut ta déclaration de victime demain. Martin me rappelle en quittant le palais de justice. Prends ton temps pour cela. C'est votre occasion d'être entendu. Ce soir-là, je m'assois à ma table de cuisine, le même endroit où j'avais découvert pour la première fois la fraude, et j'écris du plus profond de mon être. Pas sur l'argent, mais sur quelque chose de bien plus précieux. Quand je me tiens devant le juge le lendemain matin, Diana et Rebecca assises à la table de la défense, ma voix porte clairement dans la salle d'audience. Elles n'ont pas seulement volé de l'argent. Dis-je. Le papier avec ma déclaration préparée intacte dans mes mains. Elles ont volé la confiance. Elles ont utilisé comme arme la relation la plus fondamentale de l'expérience humaine, la famille, et l'ont transformée en un outil d'exploitation. Elles m'ont appris que les personnes qui devraient le plus me protéger pourraient en fait causer le plus de tort. Le juge hoche la tête, son attention inébranlable. Mais elles m'ont aussi appris quelque chose qu'elles n'avaient jamais voulu. Je continue. Que la famille n'est pas déterminée par le sang ou l'histoire partagée. Elle est construite sur l'honnêteté, le respect et le soutien mutuel. J'ai trouvé cette famille et les personnes qui m'ont aidé à arrêter cette fraude, ma collègue, qui est restée éveillée la nuit, préservant les preuves, mon ami qui a navigué dans le système juridique avec moi, l'agent Wilson, qui m'a cru quand je pouvais à peine me croire moi-même. Diana fixe la table, refusant de croiser mon regard. Une semaine plus tard, nous nous réunissons pour la sentence finale. La salle d'audience est bondée de victimes, de membres de la communauté et de médias. Les preuves sont si accablantes que Diana et Rebecca ont toutes deux plaidé coupables pour éviter un procès. Le tribunal a déterminé que les accusés ont escroqué 237 individus pour un montant total de 168 732 $ sur une période de 3 ans. Annonce le juge, Diana il est condamné à 5 ans de prison fédérale. Rebecca il est condamné à 3 ans. Une restitution complète à toutes les victimes identifiées est ordonnée, ainsi que les frais juridiques engagés par Olivia Hill. Le juge ajoute des ordonnances de protection permanente empêchant l'une ou l'autre de me contacter directement ou indirectement après leur libération. L'agent Wilson s'approche de moi ensuite. Nous utilisons votre cas comme un précédent pour les poursuites en matière de fraude d'identité familiale, explique-t-il. Vous avez créé une feuille de route pour que d'autres la suivent. Tout au long de la journée, des victimes s'approchent pour me remercier, des couples âgés qui ont donné de l'argent de la sécurité sociale, des parents qui ont contribué aux fonds universitaires de leurs enfants, des groupes communautaires qui ont organisé des collectes de fonds. Leur gratitude est inconfortable mais guérisseuse. Martin me guide dans la création d'un fonds de restitution aux victimes à partir des actifs saisis, tandis que Jessica continue de nettoyer les derniers vestiges numériques de l'histoire frauduleuse sur Internet. En quittant le palais de justice, des journalistes se rassemblent sur les marches. La même caméra qui a capturé la performance de Diana me pointe maintenant. La journaliste demande comment je me sens de voir justice rendue. Je fais une pause, réfléchissant attentivement à mes mots. La famille est une question de vérité et de confiance, dis-je enfin. Quand celles-ci ont disparu, il ne reste que l'ADN. Le poids qui pesait sur ma poitrine depuis des mois commence enfin à se lever alors que je descends les marches du palais de justice. Le soleil me semble plus chaud sur mon visage qu'il ne l'a été depuis très longtemps. Une semaine plus tard, la lumière du soleil matinal traverse la fenêtre de ma cuisine, projetant une lueur dorée sur le journal sur mon comptoir. Mon propre visage me regarde depuis la section locale, sous le titre. Une fille dénonce un réseau de fraude familiale. La journaliste a capturé un moment de dignité tranquille plutôt que de triomphe, exactement ce que j'espérais. Elles ont bien fait avec l'interview, dit Jessica en s'asseyant sur un tabouret de bar avec sa tasse de café. Elle vient dormir occasionnellement depuis la sentence, son amitié étant une force stabilisatrice que je ne m'attendais jamais à trouver au lendemain de la trahison. L'agent Wilson a appelé ce matin. Lui dis-je, en pliant le journal. Diana et Rebecca sont arrivés dans leurs établissements respectifs hier, différents états, différents niveaux de sécurité. Jessica hoche la tête, comprenant la complexité sous mon ton neutre. Comment te sens-tu ? Je fais une pause,
cherchant la vérité sous des couches d'émotions contradictoires, comme le nœud dans ma poitrine se desserre enfin. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. Mon téléphone bip avec une notification par email, mon patron approuvant un congé payé supplémentaire et couvrant les séances de thérapie par notre programme d'aide aux employés. Le message se termine par une simple ligne qui me fait verser des larmes inattendues. Prends le temps dont tu as besoin. Plus tard dans l'après-midi, ma cousine Michelle appelle. Nous ne nous sommes pas parlé depuis que l'histoire a fait la une nationale. J'aurais dû le voir, dit-elle, la voix épaisse de regret. Toutes ces fois où tante Diana montrait des photos de toi avec Madison lors de réunions de famille, l'appelant ta fille. Je n'ai jamais remis ça en question. D'autres membres de la famille me contactent tout au long de la semaine, certains s'excusant, d'autres défendant Diana malgré les preuves. Chaque conversation ressemble à trier des débris émotionnels après une tempête, décidant quoi garder et quoi jeter. Martin passe avec des documents confirmant que tous les faux dossiers médicaux ont été purgés des systèmes de santé. Nous nous assurons que cela ne puisse pas te suivre, explique-t-il, son formalisme juridique habituel adouci par une préoccupation sincère. Le vendredi, l'agent Wilson me présente une petite plaque, une commendation de coopération citoyenne du FBI. Votre cas devient un modèle pour les enquêtes sur la fraude familiale, explique-t-il. Ce que tu as fait a demandé un courage extraordinaire. Je place la plaque sur mon étagère, non pas comme un trophée, mais comme un rappel de mon parcours. 6 mois plus tard, je me tenais à un podium face à 200 professionnels de la conformité à la Northwest Financial Fraud Prevention Conference. Mes mains ne tremblent plus quand je parle en public. Ma voix porte jusqu'au fond de la salle sans vaciller. La fraude familiale réussit parce que nous sommes conditionnés à protéger les personnes qui nous blessent. J'explique, en établissant un contact visuel avec les membres de l'audience. Nous confondons la loyauté avec l'amour et l'obligation avec la connexion. Le contraste avec mon ancien moi est presque physique. La femme qui s'effondrait autrefois dans sa cuisine, incapable de traiter la trahison, répond maintenant aux questions sur l'établissement de limites et la reconnaissance de la manipulation avec une autorité calme. Ma promotion dans l'équipe de conformité s'est accompagnée à la fois d'une augmentation et d'un but. Mon nouvel appartement à Belton offre des vues imprenables sur Elliott Bay, un rappel quotidien de l'expansion après des années de construction. Une fois par mois, je fais du bénévolat à l'hôpital pour enfants, lisant à des enfants pendant leurs séances de traitement, aidant de vraies familles dans le besoin réel. Comme je l'ai expliqué à Jessica quand elle m'a demandé pourquoi j'avais choisi ce service particulier, j'ai appris que la famille se mérite, pas qu'elle est simplement donnée par naissance, ai-je dit à ma thérapeute lors de notre rendez-vous mensuel désormais. Les relations que j'ai construites depuis le procès m'ont appris ce qu'est réellement une connexion saine. Quand l'agent Wilson m'invite à consulter leur groupe de travail de prévention de la fraude, je reconnais la transformation finale, la douleur personnelle devenant un service public. Le premier anniversaire du SMS de Meghan qui a tout déclenché, j'ai reçu une lettre d'Hélène Peterson à Portland. Son père âgé a été systématiquement escroqué par son neveu, en utilisant des tactiques similaires à celles employées par Diana. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille le week-end suivant. Ses mains se tordent nerveusement autour de sa tasse de café, me rappelant moi-même il y a 12 mois. Je ne sais pas par où commencer, admet-elle, la voix brisée. Les preuves sont accablantes, mais c'est de la famille. Je pose ma main sur la sienne, stable et sûre. Commençons par protéger ton père, dis-je, en ouvrant mon ordinateur portable pour lui montrer les ressources et les stratégies de soutien que j'ai compilées. Le contraste entre ma panique il y a 1 an et mes conseils calmes maintenant ressemble à regarder 2 femmes différentes. 2 jours plus tard, une lettre arrive de la prison fédérale où est détenue Diana. Son écriture, autrefois si familière sur les cartes d'anniversaire et les autorisations, ressemble maintenant à celle d'une étrangère. J'espère qu'un jour tu pourras trouver dans ton cœur de me pardonner, écrit-elle. Ma réponse est brève mais honnête. Le pardon n'exige pas la réconciliation. Je te souhaite guérison, mais notre relation exige des limites, pas de l'amertume. Avec le soutien de l'agent Wilson, j'ai créé l'initiative d'éducation à la fraude familiale. 3 banques locales adoptent des procédures de vérification basées directement sur mon étude de cas. D'ici l'été, nous avons aidé 3 familles à identifier et à arrêter des stratagèmes frauduleux avant que des dommages financiers majeurs ne surviennent. Lors de la cérémonie de victimes à défenseurs organisée par le bureau du procureur général de l'État, j'ai accepté un prix de service communautaire avec une gratitude sincère plutôt qu'avec embarras. La famille que nous choisissons par amour et honnêteté est plus forte que la famille qui nous est donnée par hasard.
Dis-je au public, la confiance doit être méritée, pas exigée, et la vérité, même si elle est douloureuse, construit des fondations plus solides que des mensonges confortables ne le pourraient jamais. Plus tard dans la soirée, seul dans mon appartement, j'ai étudié une vieille photo de famille que j'avais gardée dans mon tiroir de bureau. Diana, Rebecca et moi lors d'un pique-nique au bord du lac il y a 15 ans, toutes souriant pour l'appareil photo tandis que des tensions inexprimées tourbillonnaient sous la surface. Je la remets dans le tiroir sans regret ni colère, juste une compréhension silencieuse. Parfois, je murmure à la pièce vide, le plus grand acte d'amour est de laisser partir ceux qui refusent de t'aimer honnêtement. Qu'auriez-vous fait si vous aviez découvert que votre famille utilisait votre identité de cette manière? J'adorerais connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.